C'est fini le temps de «je lui ai fait un enfant» à cette femme. Ouais. On fait un enfant. Le super papa des réseaux sociaux, Cédric Rostin, sous le nom de Papatriarcat, nous aide à y voir plus clair quant à la place des papas dans l'aventure de la parentalité. Qui prend soin des autres? Qui on éduque à prendre soin des autres dans la société? C'est ça qu'il faut qu'on observe. Combien il va falloir de pères en difficulté, de familles traumatisées, de violences dans les foyers, pour qu'on comprenne que c'est ça qui va changer. Comment faire en sorte que le changement soit plus global? Faut offrir mes livres. C'est ça en fait. Comment ça se traduit en fait concrètement dans l'éducation? La vie, c'est pas d'apprendre à éviter les orages, mais d'apprendre à danser sous la pluie. La crise, elle est inévitable. Si j'avais été dans l'interprétation stricte, il ne faut jamais laisser pleurer bébé, Exact. bah peut-être qu'on aurait eu connu une situation dramatique. Est-ce que ce qu'on veut, ce sont des gens tout lisses qui débordent jamais du coloriage de leur vie? Plutôt, est-ce que des fois on peut déborder un peu des lignes, mais se dire c'est pas grave, ça donne un style unique au dessin? Et est-ce que c'est pas plus intéressant, encore une fois, d'avoir un enfant qui a un vrai être humain face à lui, qui a des émotions parfois qui le débordent, mais qui est capable de revenir dessus? Ce dont nos enfants ont besoin, c'est avant tout de parents qui vont bien. Et je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer plein de personnes, hein. Vous aimez ce qu'on fait? Trop bien! Donnez-nous 5 étoiles, abonnez-vous et partagez cet épisode. Ça nous donne un boost d'énergie. Bonjour tout le monde. Bonjour Cédric. Et bonjour. Bienvenue. Merci. Bienvenue sur notre podcast. Comment tu vas aujourd'hui? Bah écoute, ça va très bien, ça va, belle journée parisienne pour moi. Qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Mais aujourd'hui, je suis allé dédicacer les exemplaires de ma BD qui sort le 6 juin. Super. Sur l'histoire des pères en France. Cool, on va en parler tout à l'heure. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu as un compte Instagram qui s'appelle Papatriarcat, je le dis bien pour que les gens ne confondent pas. Et aussi, évidemment, tu as un podcast. Pourquoi Papatriarcat? Alors, Papatriarcat, c'est une idée où, quand j'ai lancé le podcast, c'est un moment où vraiment j'étais dans un espèce d'éveil militant, tu vois, sur les droits de l'enfant, le féminisme, le sexisme, etc. Et je voulais qu'on sache que ça allait parler de paternité, en tout cas que c'était un père qui parlait. Et je voulais qu'on sache que ça allait parler de patriarcat. On est en 2018, le mot patriarcat est utilisé, mais tu vois, il n'est pas encore forcément partout. Et je voulais pas que ça soit un espèce de gros mot, un espèce de mot tabou, tu vois. Donc, je m'étais dit, on va le mettre dans le titre. Et donc, ça fait papa, ça fait patriarcat, et ça fait pas de patriarcat. Voilà, c'est ça le petit jeu de mots. Intéressant. Donc, ça n'est pas l'apologie du patriarcat du père. Hein. C'est pas de patriarcat. Voilà. Tu as commencé avec le podcast, ouais. Et ensuite, tu es allé sur les réseaux sociaux? En fait, moi, j'étais absolument pas sur Instagram avant de lancer le podcast. Et c'est une amie qui m'a dit, parce que le podcast, à la base, c'était un projet, si tu veux, loisir, quoi. Ok. Loisir militant, rien de plus. On the side. Exactement. Et c'est une amie qui m'a dit, ouais, pour avoir un petit peu d'écoute en plus et tout, pour avoir un peu de visibilité, tu devrais créer un compte Instagram pour ton podcast. Et j'avais jamais mis les pieds sur Instagram. Donc, je suis arrivé et j'ai lancé le podcast et j'ai lancé le compte Instagram. Et puis, à ma grande surprise, ça a plutôt bien tourné. Je me rappelle avoir cette phrase à ma compagne quand je lance le podcast. Elle y croyait à fond, toujours d'un grand soutien. Et moi qui lui dis, mais tu sais chérie, si au bout d'un an j'ai 5000 écoutes sur le podcast et 1000 abonnés sur Instagram, c'est déjà énorme. Et je le pensais sincèrement, tu vois. Sauf qu'au bout d'un an, c'était pas loin de 300 000 écoutes et 20 000 abonnés sur Instagram, wow. Quoi. Comme quoi. Donc, tu vois, truc improbable. Il y avait une réelle demande. Il y avait une réelle demande. Il y a aussi du travail qui a été réalisé, bien sûr. Mais en effet, il y avait une réelle demande de cette parole de père qui parle d'éducation, d'éducation dite positive, etc. Donc, il y avait en effet une attente là-dessus. Et pourquoi toi, à la base, tu as décidé de commencer un podcast sur Papa qui parle de ces sujets-là? C'est pas mon idée. C'est pas ton idée? Non, c'est pas mon idée. C'est celle de ma compagne. Ok. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis devenu papa pour la première fois, donc en 2018, de ma fille Sarah, les choses de la vie faisaient que j'avais énormément de temps et que moi, si tu veux, je voulais être un père pas violent. Parce que moi, j'ai grandi avec des parents qui ont fait de leur mieux, bien entendu, mais en tout cas avec une violence, que ce soit de mes parents ou d'autres adultes comme l'école ou les adultes environnants, où j'ai connu le martinet, la fessée, la gifle, la punition, les insultes, l'humiliation. Voilà, tout le packaging années 80 de mon entourage et de là où j'ai grandi. Et je voulais pas ça. Sauf qu'en fait, je me suis retrouvé en sachant que j'allais devenir père en mode je sais pas faire, quoi. Ouais. Et même, si tu veux, je voulais pas être violent, mais je me rappelle que même jusqu'à l'année 2016, en discutant avec ma compagne, j'étais capable de dire non, mais il faut pas frapper les enfants. Mais bon, quand même.
OK. Si, à un moment, l'enfant, il déconne trop, une bonne gifle, ça remet les idées en place. OK. Et c'est ma compagne qui m'a dit: «Bah, non, Ouais. non», parce qu'elle, elle a grandi à l'exact opposé, si tu veux. Même OK. elle a même grandi dans un laxisme total, qui OK. a aussi des effets délétères. Mais elle m'a dit: «Non», et du coup, je me suis vraiment retrouvé face à ça en me disant: «Mais elle a raison». C'était évident qu'elle avait raison. Mmh. Mais j'étais sans repère, en fait. Je savais pas, comment faire, donc j'ai dit: «Bah, OK, je vais construire tout seul». Et donc j'ai commencé à beaucoup, beaucoup lire, à beaucoup me renseigner, à lire énormément, à écouter des podcasts, à essayer de comprendre tout ça, à surtout savoir comment faire. J'ai la chance dans mon parcours d'avoir un master, et beaucoup d'expérience dans le management et dans l'accompagnement de l'humain en entreprise et dans le milieu sportif. Mmh. Et ça a été, un avantage, énorme, parce qu'en fait, pour 2 raisons. La première, c'est que quand je lisais des choses, si tu veux, je tombais jamais dans l'excès de OK. ce que je lisais, parce que c'est quelque chose que j'avais déjà appréhendé dans mon milieu professionnel. Et l'autre point, c'est que mine de rien, le management et la parentalité, il y a beaucoup de ponts à faire Ouais. dedans, chose que j'essaye de faire aussi dans mon podcast. Il y a des ponts à faire dedans, et que du coup, ça me parlait vachement. Et donc en fait, je me suis renseigné sur tout ça, Sarah est née, donc on a fait du cododo, de Ouais. l'allaitement, non écourté 4 ans, hein, du portage beaucoup, on a fait des couches lavables, on est même passé par l'hygiène naturelle infantile. Waouh. Et bien entendu, tout ça a été commenté par, la famille, les amis, les collègues, et cetera. Et du coup, je répondais à ça. Mais Mmh. je répondais avec une certaine pédagogie, celle que j'avais acquise à travers mon expérience de vie et professionnelle. Et en fait, ma compagne, en m'entendant répondre à tout ça, à toutes ces accusations, d'enfants, rois, reines qu'on Ouais. allait faire, elle m'a dit: «Franchement, c'est vachement bien quand tu parles, quand même». Mmh. Elle m'a dit: «Il y a pas de place, j'entends pas aucun père parler de ça, en tout cas dans des podcasts ou même dans les médias». Et moi, si tu veux, elle me dit ça, je suis à la fin de mon activité, à cette époque-là, à la Fnac, à Poitiers. Et je retourne auprès de ma femme et de ma fille, et je me dis: «Tiens, pourquoi pas?» Et donc j'achète un petit micro d'occasion vite fait, je Mmh. regarde des tutos YouTube sur comment, Mmh. monter des trucs sur Audacity, tu vois? Ouais. Et je me lance. Je me Mmh. lance, j'enregistre des épisodes, je contacte Fanny Vella pour avoir un visuel, parce que c'est une illustratrice dont j'admire le travail, Mmh. pour qu'elle fasse mon visuel. Elle aime bien le projet. Je lui envoie quelques épisodes en avance. Elle me dit qu'elle adore. Elle va m'aider d'ailleurs au moment de la sortie pour pousser les épisodes. Et puis c'est parti. Et puis de fil en aiguille, je vais me mettre à interviewer des gens, parce que c'est le confinement, parce Mmh. que je me retrouve avec des gens dont j'admire le travail, qui sont tout à coup disponibles et qui se font chier, Ouais, tu vois? bien sûr, Et comme du tout le coup, monde. qui sont vachement dispo. Et ça va être Noémie Delattre, ça va être Marion Querc, et que je vais voir aussi sur les réseaux sociaux. Et je me mets à interviewer des gens, et je me rends compte que, non seulement j'aime bien ça, mais en plus, visiblement, ça plaît aussi aux gens. Mmh. Et depuis, c'est beaucoup plus d'invités, de temps en temps des épisodes solo, parce que c'est aussi des choses qu'on me demande, Mmh. sous différents formats. Et voilà comment tout ça est arrivé. Waouh! Tu fais aussi un peu des témoignages des fois? Ouais, De papa, j'ai entendu récemment, il y avait un épisode avec des enfants ouais, qui parlaient moi, ça m'a vraiment, une phrase particulièrement d'un petit garçon, qui disait: «On va travailler toute notre vie, puis quand ouais, on sera grand, on va travailler encore». Puis ça m'a vraiment genre poigné, genre ouais. d'entendre ça d'un petit garçon, enfin même d'un enfant, genre. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est vraiment une évolution. Alors, pour moi, l'idée, c'est qu'il y ait des épisodes d'expertise, parce que c'est Mmh. important de savoir, quelle est la parole, alors parfois la parole de personnes qui font de la recherche, la parole de gens qui sont sur le terrain, mais la parole d'experts et d'expertes, Ouais. sur les sujets, qu'on traite, hein, que ce soit, l'éducation, la diversification, et cetera. Mais aussi qu'il y ait des témoignages de parents, et pas forcément des parents, parce que moi, ce que je vois beaucoup dans les podcasts, c'est qu'on va interviewer des personnes connues. Ouais, exact. Et ça aussi, c'est une force, mine de rien, en tout cas, c'est quelque chose que je cultive. C'est que moi, je viens pas d'un milieu, aisé. Mmh. Je viens d'un milieu modeste, populaire, Ouais. où les gens ont été salariés toute leur vie, et même fonctionnaires, toute leur vie. Et les gens que je côtoie, avec qui je vis, ne sont absolument pas les gens que j'entendais dans les podcasts, de Mmh. parentalité, au moment où je sortais mes épisodes, quoi. Et j'étais là, bah oui, sauf qu'en fait, raconter, si tu veux, par exemple, raconter à quel point c'est dur d'être un papa qui doit quitter l'open space à 17h pour aller chercher ses enfants. Moi, je l'entends très bien, cette difficulté, et c'est important que cette parole-là existe, parce que ça parle à une catégorie socio-professionnelle, Mmh. mais ça correspond pas du tout à la vie de mon voisin maçon qui est sur les chantiers de 8h à 20h, Ouais, et à qui on va dire qu'il est un mauvais père ouais, parce qu'il passe pas assez de temps avec ses enfants, tu ouais. vois? Et donc je voulais aussi qu'il y ait ces témoignages-là. Et j'ai d'ailleurs un format qui s'appelle Histoire de parents, que j'aime beaucoup, parce que sur une même chronologie, je vais interviewer une mère, un père,
ou de mère, de père, etc., sur une même chronologie pour avoir leur version à chacune. Et c'est intéressant. Et même des fois, ensuite, on a fait un autre format où on mélange ces épisodes qui sont à la base séparés pour faire que les réponses se croisent. Et c'est vraiment hyper intéressant. Et tu parlais de l'épisode avec les enfants aussi, tu vois, c'est quelque chose qui s'est développé où je me suis dit, à un moment, si tu veux, est-ce que quand on est là à parler d'éducation, à parler d'enfants, de droits de l'enfant, entre adultes, est-ce qu'on ne ressent pas un plateau de CNews en train de parler de féminisme? Ouais, tu vois ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire, à quel moment est-ce que les enfants ont le droit à la parole? Mais il y a des choses qui sont plus complexes vis-à-vis de la parole des enfants. La première, c'est que y a les parents qui ont très peur de ce que vont dire leurs enfants. Évidemment. Ouais. Donc, il a fallu trouver des parents avec qui c'était cool. Il faut trouver des enfants aussi qui soient à l'aise pour s'exprimer. Et l'avantage de la tranche d'âge que j'ai choisie, donc 11-14 ans, c'est qu'il y a un langage qui est déjà très développé, il y a un argumentaire qui est là. Et là, du coup, j'ai plein de gens qui m'ont dit « mais je savais même pas que des enfants de cet âge-là pouvaient parler comme ça. » Ouais. Mais écoutons-les, en fait. Ouais. À partir du moment où on leur laisse l'espace de parole, ils vont parler. Et ça, c'est une évolution que j'aimerais réussir à garder, mais c'est très difficile de trouver les invités. C'est sûr. Mais moi, j'ai un petit garçon, puis en devenant maman, il y a toute cette... c'est un changement de quotidien dans le sens où tout d'un coup, tout le monde a son grain de sel, tout le monde a son mot à dire. Toi, quand tu es devenu papa ou avant de devenir papa, est-ce que tu t'es senti perdu dans tout ça? Parce que tu as dit que tu as fait des recherches, tu as lu des livres, mais à quel point il y avait suffisamment d'informations, surtout pour les pères? En fait, je me suis rendu compte, alors c'est quelque chose dont je ne me suis pas rendu compte tout de suite, là c'est avec le recul, avec l'expérience que je me rends compte que cette chance, encore une fois, que j'ai eue dans mon parcours professionnel, de rencontrer ces discours, tu vois, dans le management bienveillant, dans des méthodes magiques, etc., pour avoir des collaborateurs, des collaboratrices de génie, tout ça, ce sont des choses auxquelles je ne croyais pas, des discours que j'ai pu retrouver dans des bouquins de parentalité. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'est quel est l'intérêt pour l'enfant. Quel est l'intérêt pour l'enfant de faire du cododo, d'être allaité? C'est quoi l'intérêt de ça, en fait? À part vouloir cocher les cases d'un listing du parent parfait. Bien sûr. Moi, l'idée, c'est quoi le processus? Parce que c'est vraiment comme ça que je réfléchis. Je regarde le processus et surtout la relation. C'est-à-dire, est-ce que ça va servir dans ma relation à l'enfant? Alors oui, ça sert, clairement. Mais aussi, après, les questions que je me suis posées, c'est OK, est-ce que si demain, parce qu'on dit qu'il ne faut pas laisser pleurer bébé, par exemple, et bien sûr que mon propos, c'est de dire ne laissez pas pleurer bébé. Mais une fois qu'on a dit ça, et c'est là où je suis content de ce parcours, c'est est-ce qu'à un moment, d'accord, ne pas laisser pleurer bébé, mais en fait, si je continue d'être à côté de bébé qui pleure, bébé, je vais le mettre dans le mur. C'est ça qui va se passer. Exactement, ouais. Je l'ai vécu, ça, tu vois, cette phobie d'impulsion-là. Ouais. Assez tôt, dans la vie de ma fille, elle avait 2 mois, j'ai fait le choix de la laisser pleurer 5 minutes. Je l'ai posée dans un endroit sécurisé. C'était une journée très difficile. J'étais seul avec elle. Je l'ai posée de manière sécurisée. Je suis sorti, j'ai fait le tour de la maison, dans le jardin, en buvant un verre d'eau, parce que ça a l'air con à chaque fois qu'on dit qu'il faut boire un verre d'eau, mais en fait, buvez un verre d'eau lentement, ça va réguler naturellement votre respiration, ça va vous aider à vous calmer. C'est tout bête, mais ça marche. Et je suis revenu, donc comme ça, 5 minutes. Elle pleurait toujours autant. Et je te promets, je la prends dans mes bras, elle arrête de pleurer. Et c'est là où je me suis dit, tu vois, vraiment, si j'avais été, et je vois des parents qui sont là-dedans, si j'avais été dans l'interprétation stricte, il ne faut jamais laisser pleurer bébé. Exact. Peut-être qu'on aurait connu une situation dramatique. Tu vois. Et il est là le sujet, c'est qu'est-ce qu'on veut comme relation? Et en fait, ce message-là, je l'ai pris et je me suis dit, ok, là ça va pas, il faut que je break. Et ma foi, entre bébé qui pleure 5 minutes et sa tête dans un mur, je pense qu'il vaut mieux qu'il pleure 5 minutes. Tu vois. Non, mais tu vois. Et moi, c'est avec cette approche-là que j'ai tout pris en fait. Pareil pour l'hygiène naturelle infantile, donc la HNI, c'est-à-dire que notre fille a plus de couches à 12 mois, mais pour diverses raisons, par exemple sur les trajets en voiture, je lui mettais une couche. Je fais plus long trajet en voiture, je lui remettais une couche. Et t'as des gens qui m'ont dit mais t'as pas vraiment fait de la chaîne et tout, si tu veux. Si vous voulez, je m'en fous. La seule chose que je sais, c'est que c'était beaucoup plus facile pour moi de dire tiens on va mettre une couche parce qu'il y a un gros trajet en voiture et que si jamais il y avait un accident de pipi ou de caca, d'avoir juste une couche à laver plutôt que de devoir nettoyer tout mon siège rempli de pisse et de merde. Désolé. Non, moi j'aime la réalité. J'aime la crudité. Voilà, je veux dire, c'est pas la même chose à nettoyer, tu vois. Et du coup, comme tu es face à une situation qui est beaucoup plus facile à appréhender pour toi, dans la relation à l'enfant, t'as pas le même stress, tu vois. Et surtout, c'est tout bête, mais en te disant que tu mets une couche à ce moment-là, tu te dis que ça peut arriver.
Donc, t'es pas dans une situation d'échec. T'as anticipé une situation qui va arriver. Bien sûr, ouais. Donc, tu vois, en fait, il y a plein de choses où tu respectes l'enfant, tu te respectes toi. Et ma foi, les principes de ceux qui veulent que tout soit parfait, tu t'en fous. Ouais. Et en fait, sur tous les sujets de la parentalité, tu peux faire ça. Mais parce qu'on oublie que le cœur du sujet, c'est la relation. Le sujet, c'est le processus. C'est pas le résultat. De toute façon, le résultat de ton éducation finale, tu ne le verras pas. Tu seras mort. Donc, arrêtons la performance, travaillons sur le processus et sur donner les moyens à nos enfants d'être dans des processus qui les respectent et qui respectent les autres. Ce dont nos enfants ont besoin, c'est avant tout de parents qui vont bien. Après, c'est quelque chose aussi, on le sent bien, et c'est pour ça que je pense que c'est important que les pères s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation, parce que c'est aussi ce souci de performance, de perfection, aussi parce qu'on sait qu'on a attendu UES au tournant, je parle des femmes là, c'est parce que c'est comme ça qu'on éduque les petites filles aussi. Ouais. C'est aussi ce qui fait que sur les sujets d'éducation, on a moins la pression, parce qu'en fait, à la fin, c'est pas nous qu'on va juger. Mais justement, on peut justement se positionner comme référent sur ces sujets-là auprès des personnes qui peuvent embêter les femmes avec qui on fait des enfants. Et voilà, tout en assumant ce côté, c'est pas parfait, je m'en fous, tu vois. Ouais. C'est difficile à assumer. Tu vois. C'est difficile à assumer quand Peut-être plus pour t'as une la femme. pression. Peut-être dans ma position, ouais, Tu vois. de la pression de société, genre qui attend que tu fasses les choses d'une certaine façon. Moi, quand j'ai mon fils et que j'ai accouché, tellement d'informations, tellement de peur. J'ai pas dormi pendant la première semaine parce que j'avais tellement peur qu'il meure étouffé, genre le syndrome du bébé. Mon mari l'a vécu un peu, mais différemment. Comment, justement, tu parlais de l'éducation entre les petits garçons et les petites filles. Comment ça se traduit, en fait, concrètement dans l'éducation? Quelle est la différence? La différence, ça va être qui prend soin des autres dans la société et qui on éduque à prendre soin des autres dans la société. C'est ça qu'il faut qu'on observe. Tous les jeux de relations, tu vas jouer à la marchande, jouer avec un poupon. On joue pas, c'est pas un garçon qui joue à faire la maman, c'est un garçon qui joue à faire le papa, en fait. Tu vois. Pourquoi est-ce que c'est pas aussi évident chez les petits garçons que chez les petites filles de jouer au papa? Tu vois, parce qu'ils voient pas, en fait, les papas qui font, et c'est d'ailleurs tous les sujets de ces deux livres. Il faut qu'on change, il faut qu'on casse ça. Après, pour revenir sur cette peur, désolé, ça vient avec, en fait. En fait, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des études qui ont été réalisées là-dessus, c'est que prendre soin du nourrisson, ça vient ouvrir des zones du cerveau, notamment l'amygdale, qui est la zone de cette angoisse permanente que tu vas avoir toute ta vie. Elle se refermera pas, donc elle s'ouvre quand tu prends soin. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des études qui ont été réalisées montrant que peu importe le sexe, le genre, même quand c'est des couples homosexuels de parents, c'est pas un problème. À partir du moment où on prend soin d'un petit bébé comme ça va développer chez nous potentiellement aussi ces craintes-là. Bien entendu, après, l'intensité de la crainte va dépendre de la culture de la personne, de l'histoire personnelle de la personne, ça c'est une évidence. Mais il y a ces réactions physiques qui sont là. Bien sûr. Et concrètement, moi par exemple, cette peur de la mort subite de nourrisson, je l'ai eue pour mes 2 enfants parce que j'étais auprès d'eux les premiers mois de leur vie de manière très intense. En revanche, par contre, sur la foule d'informations et tout, etc., la vraie question qu'on veut se poser, c'est quel parent j'ai envie d'être et pas quel parent j'ai envie que les autres voient, y compris mon enfant. Ce qui est très difficile quand on est primipare, donc avec un premier enfant, c'est que on ne sait pas, en fait. Ouais, c'est ça. On sait pas, donc on va tester des trucs, on va se rater. Faut accepter ça, en fait. Mais en fait, ce qui est difficile, c'est que ça vient nous bousculer sur tellement de choses. Ça vient bousculer notre rapport à l'échec. Ça vient bousculer notre rapport à notre position de pouvoir adulte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un jeu de pouvoir, dans une société qui est profondément adultiste et infantiste. Et voilà, je vous donne un exemple très concret. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, le coucher, c'était pas super bien passé. Je me suis un peu agacé sur ma fille, tu vois, j'ai haussé le ton. Elle s'est couchée et tout. Je suis parti faire la vaisselle, genre 5 minutes. Et en fait, tout bêtement, je suis retourné la voir, et elle dormait bien sûr pas encore. Et je lui ai dit, tu sais, ma chérie, là, j'ai crié. Je sais pas comment je t'ai parlé, ça va pas. Et j'avais pas à le faire. Et je suis désolé, tu vois. Et elle m'a dit, y a pas de souci, papa, je t'aime et tout, machin. Je lui ai dit, mais je voulais juste que tu saches qu'en fait, ça aurait pu se passer autrement, et moi, j'aurais dû agir autrement. Et c'est marrant, si tu veux, parce que quand je raconte ça à des gens, donc en 2 jours, je raconte ça à plusieurs personnes, il y a des gens qui ont dit, bah, c'est cool, tu vois, la relation, elle est nickel, machin. Mais il y a aussi des gens qui ont dit, non, mais tu peux pas, en fait. Ouais. Tu vois, tu peux pas aller t'excuser auprès de tes enfants, c'est n'importe quoi, qui est le patron, c'est pas grave que tu pousses une gueulante. Et dans l'absolu, c'est pas grave si tu pousses une gueulante. Le sujet, c'est qu'est-ce que t'en fais après. Ouais.
Tu vois, parce que tes enfants voient que des fois, il y a des explosions de colère, que ça existe et que ça peut être très sain que ça sorte, parce qu'il faut que ça sorte, c'est pas grave Mhm. sur la colère. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on en fait après Ouais. de ça. Parce que ça peut être aussi une opportunité d'apprendre à nos enfants comment est-ce que, quand on a eu des comportements inadaptés potentiellement, en étant débordé par une émotion, comment est-ce qu'on répare la relation. Mhm. Encore une fois, le sujet, c'est la relation. Et c'est vrai que sous ce flot d'informations, on peut être perdu. Et je pense que là aussi, encore une fois, on est perdu pour qui, pourquoi, comment, parce que comment est-ce que sont réparties les informations dans le couple parental, quand il y a Mhm. couple parental. Mhm. Mhm. Mais voilà, moi, je vois aussi beaucoup de darons, en fait, les seules personnes qui se posent des questions à l'arrivée d'un bébé dans leur couple, c'est C'est elles. elle. Ouais. Mais en fait, quand t'es deux à t'être renseigné, à savoir pourquoi on fait les choses, du coup, là, t'es dans une co-responsabilité parentale vraiment sur tout, Mhm. Les deux sont investis, en tu fait, vois. et ont les informations et peuvent. Et ça facilite Ouais. plein, mais plein Ouais. de pans de la parentalité. Mais à quel point, toi, tu vois des parents qui, potentiellement dans une situation similaire où tu as entendu des témoignages, qui, malgré tout, malgré la fatigue, ne sont pas capables de dire stop et restent dans cette performance parce qu'il y a cette pression qu'il faut le faire. Par rapport aux parents que je vois, que j'interviewe et que je ne connais aucun couple parental où l'investissement, c'est-à-dire où le père a pris son congé paternité et potentiellement surtout un congé parental en Mhm. France. Des couples que j'ai vus où il y a cet investissement-là des deux parties, ça n'arrive pas en fait. Ouais. Mhm. Juste, ça n'arrive pas. En revanche, des couples que j'ai vus où on est dans un schéma très classique, traditionnel, où la mère va rester de son congé maternité, souvent même enchaîner sur un congé parental, c'est-à-dire où elle va être seule, en fait, en responsabilité, ça arrive très souvent. Dans ces schémas-là, je vois rarement les deux parents plonger. Hein. T'as la Mhm. mère qui plonge Plonge. Ouais. et le père qui va avoir différentes réactions. Il va potentiellement s'inquiéter, il va potentiellement lui dire que c'est de sa faute. Enfin voilà, après ça dépend. Il y a Mhm. plein de cas possibles, Mhm. donc faire une grande généralité, pour moi, c'est pas possible de faire ça, mais en tout cas, il va y avoir des réactions différentes. Il va aussi y avoir des réactions différentes de la mère. Aussi, ça dépend comment on lui dit. Parce que si on lui dit, mais c'est n'importe quoi, cette histoire de couche lavable, imagine, tu dis ça alors que toi, tu passes ta journée à aller au boulot parce que tu as repris au bout de 1-2 semaines et que elle est là, elle fait de son mieux, elle a la Ouais. tête dans les couches toute la journée. En plus, souvent, maintenant, dans nos modes de vie, on est tout seul, Ouais. toute seule, même plutôt avec les enfants. Et toi, tu vas juste dire que ce qu'elle fait, c'est pas assez bien. Non, ça peut pas être reçu, si tu veux. Mhm. Généralement, la réponse, ça va être « mais toi, tu sais pas de quoi tu parles », ce qui, soit dit en passant, est Et vrai. Et donc, en fait, c'est Ouais. là. Et c'est là, en fait, où se créent les décalages, tu vois. Mhm. En fait, c'est que ces écarts de traitement de la condition parentale créent aussi des écarts de communication et Bien des sûr. fossés, même parfois, dans les Ouais. couples parentaux et dans les couples romantiques, à la fin, entre les parents, quoi. Et c'est du coup, toi, tu as écrit Tu vas être papa. Ouais, J'ai adoré ce livre. merci. Personnellement, je pense qu'on devrait le recevoir à la maternité, tous les papas, On essaye. après la première échographie. Pourquoi tu as décidé d'écrire ce livre-là, justement? Alors en fait, l'histoire de ce livre-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est en 2021. Début 2021, je suis contacté par 3 maisons d'édition Mmh. qui me disent « Oui, c'est génial ce que vous faites, on va faire un livre sur vous, dire quel papa formidable vous êtes, etc. » Et je leur dis Non, c'est pas... Et si vous pensez que j'allais dire oui, c'est que j'ai vraiment foiré ma communication. » Et du coup, ensuite, une de ces maisons d'édition revient à la charge. Et j'avoue que je les ai un peu envoyés bouler, donc first. Hein. OK. Je me rappelle leur avoir répondu Non, mais j'ai déjà dit non. Est-ce qu'il faut que je vous envoie une définition claire du consentement parce que je crois que vous n'avez pas compris. Donc bon, OK. elles se sont accrochées. Bravo! Elles m'ont dit Non, mais juste, on peut se faire juste une visio. Et j'ai dit Ok, on se fait une visio. Et là, en fait, elles m'ont dit Vous faites un guide pour les pères. OK. Ma première réponse a été de leur dire Je veux pas faire de guide tel que moi j'ai connu quand je suis devenu papa. C'est-à-dire, je voulais pas d'un guide ou très technique en mode pour changer une couche, tu fais comme ci, comme ça. Parce qu'en fait, ça sert pas à grand-chose, faut pas se Mmh. mentir. Et l'autre truc, c'était souvent des trucs très humoristiques où on dépeignait les pères comme des gars un peu gauches, Ouais. maladroits, qui de toute façon n'allaient pas vraiment bien y arriver, mais qui allaient faire un peu de leur mieux. OK. Et ça me saoulait. Et donc Ouais. je leur ai dit, je veux pas de ça. Et elles m'ont dit vraiment, mais nous, on veut que vous parliez au père. Mmh. On aime la façon dont vous abordez les choses, on veut que vous parliez au père. Et là, je me suis dit, tiens, ça, c'est un exercice qui me parle. Mmh. Et du coup, ça a été, d'ailleurs, c'est vraiment la façon dont le livre est pensé, c'est si je discutais avec un daron, là, quelqu'un qui allait être daron de manière très approfondie sur tous les sujets qui entourent la périnatalité, la préparation à la naissance et tout, de quoi est-ce que je voudrais qu'on parle. Mmh. Et ça a donné ce livre où je voulais, qui a été vraiment pensé comme un chemin, si tu veux. Parce que si tu lis la 4e partie d'entrée de game, tu te dis, ouais, c'est un peu engagé quand même. Ouais.
tu vois. Si tu commences par la partie 1, déjà, il n'y a pas le mot féminisme une seule fois dedans, pour faire peur à aucun mec, tout va bien. Mais si tu... Voilà, c'est vraiment pensé comme un chemin, tu vois, avec... on commence tranquillou, mais en se posant les vraies questions dès le départ. Je parle notamment de ce que j'appelle, moi, le projet parental. C'est-à-dire qu'avant que bébé soit là, il faut qu'on parle d'éducation, il faut qu'on parle d'éducation non violente, il faut qu'on parle de qu'est-ce qu'on va faire pour l'allaitement, pour les couches, pour le ceci, pour le cela. Et des témoignages que j'ai reçus de papas qui ont mis en application, ça a vraiment permis d'anticiper des problèmes qui seraient arrivés sinon en plein postpartum avec énormément de fatigue, tu vois. Et je commence à l'écrire début septembre avec un rendu 15 octobre. Waouh, short. Ouais, short. T'aimes les challenges. Short, gros challenge, mais tu vois, on a réussi. Et voilà, donc depuis, il fait son petit bonhomme de chemin quand même. Il s'est vendu aux alentours de 12 000 exemplaires, donc c'est plutôt cool. Plutôt cool, ouais. Au début du livre, tu parles aussi du choix de faire des enfants. Est-ce que pour toi, ça a toujours été une évidence ou est-ce que ça a été une discussion? Alors pour moi, ça a été, je pense que avant mes 28 ans, c'était j'aurai des enfants parce que dans la vie, tu trouves une femme, tu te maries. Alors quand tu es hétéro, tu trouves une femme, tu te maries et tu fais des bébés. Voilà. Je m'étais pas vraiment questionné dessus. Posez la question, ouais. Il se trouve qu'à 28 ans, je sais pas, j'ai eu une espèce de truc viscéral, quoi. Et j'ai dit à ma compagne, chérie, faut faire un bébé, quoi. L'horloge biologique elle, c'était pas son moment, puisque tu vois, ça a duré 7 ans. Hein. J'ai 7 ans d'attente entre mon envie de bébé et l'arrivée de ma fille. Mais vraiment, par contre, c'était un truc viscéral. Et c'est là où j'ai commencé à me questionner. Donc voilà, et puis ça fait son petit bonhomme de chemin, tranquillou. Entre-temps, j'ai fait une thérapie aussi. J'ai fait une thérapie de mes 30 à 32 ans. Heureusement que je l'ai faite avant de devenir papa aussi. Pourquoi ? Parce que j'étais en paix avec mon enfance, en paix avec ce que moi j'avais vécu, en paix avec ce que mes parents avaient pu faire ou pas. Et surtout, j'étais capable d'accompagner toutes mes émotions. Ouais. Et d'accepter aussi que je sois totalement faillible vis-à-vis de ça, tu vois. Tu vois, comme l'exemple que je te donnais tout à l'heure, moi je trouve ça... Franchement, dans la construction d'un être humain, est-ce que ce qu'on veut, ce sont des gens tout lisses qui débordent jamais du coloriage de leur vie, ou plutôt est-ce que des fois on peut déborder un peu des lignes mais se dire c'est pas grave, ça donne un style unique au dessin. Et est-ce que c'est pas plus intéressant, encore une fois, d'avoir un enfant qui a un vrai être humain face à lui, un être humain qui est faillible totalement, qui a des émotions parfois qui le débordent, mais qui est capable de revenir dessus. Tu vois. Et c'est ça que je trouve intéressant, et c'est ça que la thérapie, ça m'a vraiment amené, tu vois. La vie, c'est pas d'apprendre à éviter les orages, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ah, j'aime. Tu vois, et pour moi, l'éducation, c'est ça, en fait. Alors, je suis pas en train de dire qu'il faut provoquer des crises chez les enfants on a assez de gens qui adorent frustrer les enfants pour rien. C'est pas ça, mais en fait, des fois, la crise, elle est inévitable. La crise, elle est inévitable. Ton enfant veut manger une plaquette de chocolat alors que c'est pas quelque chose de sain. Tu lui proposes un carré, il pète un plomb. Ouais. La crise, elle sera là. C'est comment est-ce qu'on apprend à gérer cette crise. Comment gérer cette crise ? Là, c'est pareil. Je vais bien me garder de donner une recette magique pour toutes les situations de la vie. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Et les gens qui vous vendent ça, méfiez-vous. En revanche, on peut avoir des approches circonstanciées qui vont avoir des bases communes, ça oui. Par exemple, accueillir l'émotion, tout simplement. Ça va dépendre de l'âge de l'enfant, bien entendu aussi. Accueillir l'émotion, comment tu te sens, comment c'est dans ton corps. Oui, t'es en colère, je comprends que tu sois en colère. Et des fois, même ton enfant, il va dire « mais je t'aime pas, t'es méchante, je t'aime pas ». Écoute, moi-même, quand tu m'aimes pas, je t'aime. C'est-à-dire qu'on va rappeler l'amour inconditionnel, on va sécuriser l'enfant. On va pas rentrer dans l'enjeu de pouvoir, dans l'enjeu de relationnel. On va juste rappeler la sécurité affective. Même quand tu m'aimes pas, je t'aime. Je t'aime parce que tu es comme tu es, même quand tu m'aimes pas. Ça, c'est un vrai truc. C'est fort. Et je sais pas combien de fois je l'ai dit à ma fille. Et ça marche, surtout. Et après, ça va être... voilà, c'est... Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, est-ce que tu veux ton carré de chocolat maintenant ? Est-ce que t'en veux plus ? Comment ça se passe ? Bien entendu, après, je suis en train de te dire ça, là, c'est quand t'as de la ressource. Des fois, t'as pas la ressource, donc tu vas utiliser d'autres stratégies, tu vas utiliser la diversion. Ah, viens, plutôt, on va faire un puzzle. Ouais. Voilà, on peut faire des diversions, des stratégies, en fait, il y en a plein. Tu vois. Celle que j'ai donnée là au début, elle demande beaucoup d'énergie. Et des fois, quand on n'a pas le jus, moi le premier, on va utiliser d'autres stratégies qui sont moins gourmandes en énergie. La diversion, ça marche très bien. Mais quand on fait que de la diversion,
Tu vois, en fait, c'est ça la difficulté en parentalité, c'est que t'as pas une règle que tu vas pouvoir appliquer tout le temps. Tu vois, c'est comme la compétition. Quand tu dis quand t'as la flemme un peu de batailler pour que ton enfant il mette ses chaussures, tu vas peut-être dire oui, allez, le premier ou la première qui met ses Ouais. chaussures a gagné et hop, pour vite partir là où on doit aller. Si tu fais tout le temps que cette stratégie-là, tu conditionnes ton enfant à la compétition. Et en fait, si tu veux, c'est ça le truc, c'est que faut sortir de je dois jamais utiliser ci ou jamais utiliser ça. Tu peux utiliser un peu de ci, un peu de ça. Au contraire, ça va multiplier les connaissances relationnelles et les opportunités relationnelles que va avoir ton enfant, même avec une seule personne, tu vois. Mmh. Donc c'est ça qui est intéressant. Mais aujourd'hui, réellement, concrètement, dans l'éducation qu'on voit aujourd'hui, évidemment, ça change, la société change, les mentalités changent. On reste quand même encore dans une éducation qui est très archaïque et comme ce qu'on a pu vivre aussi bien toi que moi quand j'étais petite, la place du père, qui est la figure d'autorité, qui est le papa qui crie, qui est celui qui impose. Comment justement pouvoir faire un petit peu plus prendre conscience? Évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Évidemment, ça change et ça change, ça prend du temps. D'un autre côté, je me dis comment aider encore plus à faire en sorte que le changement soit plus global. Il faut offrir mes livres. C'est ça, en fait. Non, mais ce qu'il faut réussir à faire, et ça, c'est une vraie réflexion qu'on doit continuer à avoir, c'est adapter aussi les supports de réflexion par rapport au code. Mmh. Mmh. Et je vais donner un exemple très simple. Les mamans, quand elles veulent discuter de maternité, de leurs difficultés, tu vois, donc je fais exprès de prendre cette petite voix, on va faire des cercles de mamans. Ouais. On va s'asseoir entre mamans, on va se préparer un petit gâteau, des crêpes, voilà. C'est un truc, voilà. Et puis on va discuter, ça va faire du bien, on va parler de nos émotions, parce qu'on sait faire. Les mecs, Mmh. si t'invites un mec à un cercle de papas, bah, t'auras peut-être quoi 2, 3 papas Mmh. qui sont déjà hyper investis. Mmh. Tu vas pas trop toucher de monde. Si t'invites les mecs à un apéro des papas, Mmh. c'est autre chose. Si t'invites les mecs à un apéro de daron, c'est autre chose, tu vois. Ouais. Faut jouer avec ces codes-là, en fait. Faut allez, venez, on va boire une bière. Venez, on va faire ci, on va faire ça. J'ai eu l'exemple aussi d'un rassemblement de papas autour d'une activité de lancer de haches. Oh, sympa. Ouais, mais tu vois, c'est viril, tu vois. C'est-à-dire que t'as pas l'impression. Les mecs se sont livrés, hein. Les mecs se Mmh. sont livrés, il y en a qui ont pleuré. Mais en fait, quand ils y sont allés, ils avaient l'impression d'être dans la virilité, tu vois. Mmh. Le problème, un des problèmes qu'on a, c'est que on veut penser la paternité par rapport à la référente de responsabilité sur la parentalité qu'on a, c'est-à-dire les mères. Mmh. Donc, mais on peut pas approcher les pères comme on approche les mères. Après, par rapport à ce que tu disais sur, il y a des pères qui sont engagés, ceci, cela, mais il y a toujours de grands écarts. Moi, j'ai envie de te dire, les écarts se font sur quoi? Est-ce qu'ils se font sur les aspects éducatifs? Est-ce qu'ils se font sur l'aspect de la charge mentale domestique et familiale? Est-ce qu'ils se font sur l'aspect de qui a la charge financière du foyer? C'est ça qu'il faut observer. Mmh. Je trouve que l'erreur qu'on fait souvent, c'est de prendre un aspect qui nous énerve, tu vois, parce qu'il y a souffrance et qu'il faut l'observer, cet aspect, il Ouais. n'y a pas de débat, tu vois. Mais il faut qu'on pense toute l'écologie qu'il y a autour de cet aspect. Qu'est-ce qui fait qu'un père, par exemple, imaginons, je sais pas, un père ne change pas les couches quand il rentre du travail? Qu'est-ce qui fait aussi dans son histoire qu'il ne le fait pas? Et c'est là où, et je vais dire quelque chose qui va sûrement choquer plein de personnes, hein, mais c'est là où il faut réussir à accompagner ses pairs et que leurs paroles puissent s'exprimer librement. Ouais. Tu sais, je fais aussi des formations pour les gens qui accompagnent les pères. Et souvent, il y a un truc où je leur dis, votre rôle à vous, c'est que les pères puissent dire les pires trucs. Mmh. C'est-à-dire que les pères puissent avoir un espace où ils vont dire, mais je change pas les couches parce que c'est pas à moi de changer les couches parce que je suis pas une gonzesse, quoi. Cas numéro 1. Ouais. Je vais donner un autre cas d'un papa qui m'a dit, mais moi, je change pas les couches parce qu'en fait, à chaque fois que je changeais les couches, au début, ça allait jamais et tout. En fait, ça m'a saoulé. Ça arrive. Ouais. Et en fait, si tu veux, une fois qu'il a sorti son truc qui a l'air d'être un horrible jugement sur la mère ou sexiste ou quoi, là, on peut travailler, en fait. Mmh. Oui, parce qu'il y a Tu vois? aussi le côté, en fait, est-ce que le père ne veut pas s'exprimer ou est-ce que c'est qu'il n'a pas la place pour s'exprimer? Est-ce qu'il sait le faire? Mmh. Non, mais est-ce qu'il sait le faire? Est-ce qu'un homme aujourd'hui est capable d'exprimer ce qu'il ressent? La grande peur des hommes aujourd'hui, la première peur d'ailleurs des masculinistes, c'est la vulnérabilité. Mmh. Ne soyez jamais vulnérable. Les émotions, c'est être vulnérable. Mmh. Il passe à côté du sujet, Bien hein, sûr, complètement, bien il n'y a sûr. pas de débat. Ouais. Mais que leur dit aussi la société? Il n'y a pas longtemps, j'ai discuté avec un père que je connais. De temps en temps, ça arrive, et il me dit, ouais, mon petit garçon, il ne sait pas gérer ses colères, quoi. C'est compliqué. J'aimerais bien que tu lui parles. Je dis, ah bah non.
C'est ton petit garçon. Non, par contre, toi et moi, on va se parler, si tu veux. Mmh. Et donc, on se parle, et la première question que je lui pose, c'est comment ça se passe quand toi, t'es en colère? Et ton petit garçon, comment est-ce qu'il grandit? Tu vois, c'est un garçon qui a 8 ans, donc qui a déjà été confronté à beaucoup de stéréotypes de genre. Et je lui dis, quand est-ce qu'il t'a vu pleurer? Ben jamais. Bah, go, mec. Ouais. Va pleurer. Et puis, tu pleures jamais. Si ça m'arrive, mais je me cache. Mais te cache pas. C'est, en fait, si tu veux, dire à des pères d'accompagner les émotions de leurs enfants, d'exprimer leurs émotions alors qu'ils savent pas le faire, c'est comme leur demander, si tu veux, quand leur enfant est dans une crise, c'est comme s'il était en train de se noyer et qu'on leur disait: «Va le sauver», alors qu'ils savent pas nager. Ouais. Ça n'a pas de sens, Mmh. tu vois, vu comme ça. Alors en attendant d'apprendre à nager, il y a des outils. Il y a des bouées, il y a des cordes, il y a des choses, tu vois, par rapport à la noyade. On peut faire la même chose avec les émotions. Mais le sujet, il est là. La réponse individuelle, je sais qu'on est autant du développement personnel, mais la réponse individuelle ne suffit pas. Le sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de façon collective, politique et sociale, pour que ça évolue. Donc, l'évolution du congé paternité, en tout cas en France, la prise en charge psychologique des deux parents et donc aussi des pères. Ça se fait dans une ville en France où les pères ont droit à 3 rendez-vous prénataux, dont un rendez-vous avec un psychologue. Enfin, qu'est-ce qu'on attend pour faire ça, tu vois? Mmh. Combien il va falloir de pères en difficulté, de familles de traumatisées, de violences dans les foyers, pour qu'on comprenne que c'est ça qui va changer? Mmh. Tu peux nous parler justement un peu du congé paternité en France? Parce que nous, au Canada, en tout cas à Montréal, c'est complètement différent. Où est-ce qu'on en est en France actuellement au niveau du congé paternité? Alors en France, le congé paternité a évolué au 1er juillet 2021. Avant, il y avait, 15 jours, pardon, 14 jours de congé, paternité, dont 3 obligatoires, parce que dans les 14 jours, tu as 3 jours de congé de naissance, qui existent depuis les années 50. Mmh. Ce qui s'est passé en 2021, c'est que ça a évolué. Le gouvernement a choisi 4 semaines, donc 28 jours, donc avec 7 jours obligatoires. Donc en fait, tu as toujours les 3 jours de congé, de naissance, 4 jours obligatoires de congé paternité, et après, tu fais bien ce que tu veux. OK. Sachant que tu peux le scinder, ce coup-ci. Tu peux très bien prendre, 3 semaines et une petite semaine à la fin. OK. Ça, c'est quelque chose que moi, je recommande aux pères qui ont vraiment envie de le prendre et qui n'ont pas les moyens de prendre un congé parental. Mmh. C'est de dire, beh, prends peut-être que 3 semaines d'entrée de game pour, aider la maman à se remettre, Mmh. et essaie de prendre 1 semaine à la reprise du travail de la maman, OK. pour l'aider, tu vois, Comme pour ça, ouais. l'accompagner. Ouais, ouais. Mais c'est clairement insuffisant. Mmh. Complètement. Et aujourd'hui, le sujet du congé paternité, c'est le sujet de société en France pour agir sur plein d'autres. L'égalité homme-femme, sur les droits de l'enfant, sur les violences intrafamiliales. Ouais. Donc il faut passer le cap. Il faut passer le cap. Et il faut continuer de militer pour ça. Et pour militer pour ça, ce qu'il faut faire, c'est d'abord prendre ce premier congé paternité qui existe, Mmh. d'1 mois, même si c'est pas assez. Autant que faire se peut, quand on peut essayer de prendre un congé parental, même si c'est qu'1 mois ou 2. Si on peut, on le fait, quoi. Mmh. C'est un investissement inimaginable sur l'avenir. Si je me trompe pas, une des premières phrases du livre, c'est: «On ne naît pas père, on le devient». Ouais. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Oui, bien sûr, parce que la construction de la paternité et de la vision qu'on a de la paternité, c'est une vraie construction sociale. Que ce soit avec les codes de la masculinité, bien entendu, Mmh. les codes de la virilité, d'une certaine masculinité, d'une certaine virilité, on va dire, mais aussi avec les codes d'une certaine paternité. La toute-puissance paternelle, c'est quelque chose qui est très, très, très ancré dans notre histoire, depuis l'Antiquité. Le terme puissance paternelle, par exemple, n'a disparu de nos textes de loi qu'en 1970. OK. Tu vois, on est en 2024, c'était hier, quoi. Pareil pour le terme chef de famille, Mmh. tu vois? Donc, il y a plein de choses comme ça où on va le devenir, et en même temps, la suite de cette phrase, c'est aussi qu'on devient père parmi ses pairs, P-A-I-R-S. Mmh. Et c'est là aussi où ça va être intéressant, c'est qu'on va observer comment évoluent, les pères autour de nous, Mmh. donc ceux qu'on a connus étant enfants, ceux qu'on connaît toujours, même en étant devenus adultes, mais qui sont toujours nos pères, quoi. Comment est-ce qu'on échange avec eux sur la paternité? Est-ce qu'on échange seulement avec eux sur devenir père, tu vois? Mmh. C'est un vrai sujet, ça. Mmh. Combien d'enfants, vont voir leur père en disant: «Papa, je vais être papa à mon tour, quel conseil tu vas me donner?» C'est vrai. À quel moment est-ce qu'on voit des hommes parler de paternité entre eux, même dans les représentations culturelles? Combien de représentations on a vu du père qui reste en retrait, qui n'a pas à se mêler de la grossesse, qui n'a pas à se mêler de l'accouchement, et donc on devient père aussi là-dedans. Donc Mmh. on va devenir père dans cette construction sociale, et c'est là qu'on peut, en tout cas, essayer d'interpeller des choses qui vont nous toucher, et que si on a l'impression qu'il y a un truc avec lequel on n'est pas en accord, on a d'autres pères. C'est le but de ce livre, c'est le but d'autres supports, pour les papas, mais c'est une vraie difficulté, hein. Mmh. Tu reçois beaucoup de commentaires négatifs de gens ou
de personnes qui pensent que t'as pas forcément la bonne vision ou que essayer de casser les codes, que ce soit dans le couple, que le père devrait garder sa place qu'il avait jusque-là et que ça fonctionnait très bien ou que je sais pas. Non, mais j'adore, j'aime beaucoup la façon dont tu as présenté la question parce que ça fonctionnait très bien pour qui, Mhm, tu vois. Ça fonctionnait très bien pour les pères et pour les hommes. Il n'y a pas de débat. Enfin, tu as le pouvoir, tu es servi, tu peux exprimer ta violence autant que tu veux, tu ne risques rien. C'est ça l'histoire de la paternité, hein, tu vois. Ouais. Donc ça se passait bien pour qui? Mhm, Et elle est là la question. La première responsabilité qu'on a le pouvoir, c'est de s'assurer du respect des droits de ceux qui ne l'ont pas. mhm, C'est pas exactement ce qu'on a fait. mhm. Donc, est-ce que je reçois du backlash? Bien entendu Ouais. que je reçois du backlash. Bien sûr. Mais avec quels arguments? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce terme d'autorité qu'on voit un peu partout revient à la mode, beaucoup dans la bouche de notre Premier ministre actuel, Gabriel Attal. Mais je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça dit de notre société? C'est intéressant parce que, ça veut dire que les mères sont incapables d'autorité, apparemment. Et aussi, qu'est-ce que ça dit de l'autorité? Est-ce qu'on veut des enfants qui obéissent ou est-ce qu'on veut des enfants qui réfléchissent? Est-ce qu'on veut des enfants qui aient connaissance de leurs droits et de ce qu'ils sont en droit d'attendre, du respect de leurs droits par rapport aux gens qui ont le pouvoir? Ou est-ce qu'on veut des gens qui obéissent et qui s'adaptent constamment aux desiderata des gens qui ont le pouvoir? Mhm. Donc, concrètement, quand on dit oui à la démocratie en famille, oui au père comme étant un symbole de masculinité, si on veut, il y a différentes masculinités. Moi, j'estime que je suis un symbole de masculinité pour ma fille, pour mon garçon, voilà. Donc, on peut penser comme ça et pas forcément partir dans certains clichés. Bien sûr. Mais est-ce qu'on veut de la démocratie? Est-ce qu'on veut une société qui change comme ça, qui évolue? Et surtout, pourquoi est-ce que ça leur fait peur? Ouais, c'est ça. Parce que qui s'inquiète de ça, en fait? Les seules personnes qui s'inquiètent de ça sont les personnes qui ont le pouvoir. Parce que si demain on crée une société avec des gens qui réclament le respect de leurs droits et qui savent qu'elles ont le droit de le réclamer, qu'elles sont pas juste là pour obéir, sinon sanction, sinon la peur, sinon... Parce que c'est ça, en fait, quand on parle d'autorité. Mhm. Donc le vrai sujet, c'est quelle société on veut. C'est beaucoup plus profond C'est beaucoup plus que profond. juste parce que dans le sens où oui, parentalité, papa, super important, mais oui, il y a une vraie reconsidération de la société, tout un enjeu politique qui est peut-être pas au premier abord Bien sûr. ressenti ou vu. Notre société, en France en tout cas, est basée sur la puissance paternelle. Enfin, qui a voté les lois pendant des siècles en France, même en démocratie? Il n'y avait pas de femmes dans les assemblées. Mhm. Des hommes, souvent des pères. Les pères font la loi. Dans le foyer, dans les assemblées. C'est quelque chose qui évolue. Ce que j'écris dans la BD, c'est notamment que... parce qu'à un moment, tu sais, je fais intervenir un enfant qui dit « Oui, mais dis donc, les pères, ils perdent des droits. » Et on entend ça des fois dire dans les médias ou par des masculinistes « Oui, on est en train de s'en prendre aux droits des hommes. » Non, non, non. On n'attaque aucun droit des hommes, ni des pères. On attaque le pouvoir des hommes et des pères en leur faisant restituer les droits qu'ils ont volés aux femmes et aux enfants. Donc bien entendu, quand on commence à s'en prendre au pouvoir de la puissance paternelle, la société, parfois, elle vacille. Parfois, c'est pas trop. La seule réponse logique et pertinente qui aurait dû avoir lieu, c'est de faire évoluer, justement, de donner aux pères, les moyens d'évoluer dans cette nouvelle société. Et en plus, comment est-ce qu'on présente les choses? Parce que, tu vois, je parle de la puissance paternelle. Un des symboles de la puissance paternelle, c'est l'autorité, la discipline, donc la violence. Ouais. Donc le fait de frapper les enfants, bien souvent. En 2019, quand la loi du 10 juillet 2019 qui dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ni psychologique, les journaux titrent « On enlève le droit aux pères, en tout cas aux parents, de frapper leurs enfants ». Alors je sais pas pour toi, mais moi, à partir du moment où tu commences une phrase en me disant « Je vais t'enlever le droit d'eux », tout ce que tu dis après, je vis ça comme une injustice. Mhm. Si on avait dit « On va permettre aux enfants d'avoir une éducation sans violence », déjà c'est une autre présentation, mais c'est aussi notre promesse. Parce que pour permettre ça, il va falloir donner les moyens aux parents de proposer une éducation sans violence. C'est pas ce qui a été fait. Ce qui a été fait, c'est de dire on va vous enlever le droit d'eux et tant pis pour vous. Fallait pas les taper avant. Ça n'a aucun sens. Et le sujet, encore une fois, tu vois, on peut se parler d'individualisme, de petites portions de pères qui évoluent et tout. Le sujet, il est profondément social, politique et collectif. Est-ce que tu peux me parler du concept de dad blessing versus mom shaming qu'il y a dans ton livre? Bien sûr. Alors, le concept en lui-même, il n'est pas de moi. Il a été bien entendu théorisé par des féministes à différents endroits, donc j'ai jamais réussi à trouver la première personne qui en a parlé. Donc, pour résumer, je vais d'abord parler du mom shaming, c'est la culpabilisation des mères.
On l'a dit suffisamment de fois dans cet épisode, les mères sont responsables de tous les sujets éducatifs. Et par ailleurs, quoi qu'elles décident, elles seront jugées. T'allaites pas, t'allaites longtemps, t'allaites pas assez longtemps. De toute façon, les mères, on les juge. Ouais. Le mom shaming, la culpabilisation des mères. Et à l'inverse, il y a le dad blessing, la sacralisation des pères. Et alors ça, c'est un truc, quand t'es pas... C'est kiffant, hein. Enfin, moi, je l'ai vécu, je le vis, c'est un grand kiff, quand même. Quoi que tu fasses, t'es un héros, quoi. Tu changes une couche, t'es génial. Tu dors à la maternité, t'es un dieu sur Terre, alors que c'est normal. Tu vois. Et en fait, les standards sont tellement bas vis-à-vis des pères que, quoi que tu fasses, t'es un mec génial. Alors après, est-ce qu'il faut arrêter d'applaudir les pères ou est-ce qu'il faut se mettre à applaudir les mères? Ça, je m'en fous, perso. La seule chose que j'observe, c'est qu'il y a un décalage. Et que ce décalage, il va créer de vrais décalages aussi dans les vécus au sein du couple parental et aussi du couple romantique. Prenons un exemple tout simple. Une daronne qui va promener son enfant au parc en porte-bébé, en écharpe. Elle a fait son nœud, machin et tout. La daronne, elle va se promener, potentiellement elle va s'arrêter pour allaiter, enfin bref, elle va se promener dans le parc et puis elle va avoir certains regards. Imaginons qu'elle ose sortir son téléphone parce qu'il y a un message. Elle va sentir des regards, elle va être jugée parce que elle n'est pas vraiment connectée à son bébé. Oh, mais regarde son écharpe, son nœud est mal fait, ceci, cela, enfin bref. Voilà. Il va y avoir 12 000 jugements. La personne, même si elle n'entend pas tout, elle va sentir quand même les regards. Hein. Quand tu parles avec les mères, c'est assez évident. Le daron, à l'inverse, il va y aller avec un nœud, limite un baluchon, tu vois. il va passer son temps sur son téléphone et on va dire que c'est un père génial qui s'occupe de son enfant. C'est vrai. Tu vois, ce qui est pas faux, hein, il passe du temps avec son enfant. Mais c'est pas le même vécu, tu vois. Et ça, pour l'avoir vécu aussi, pour avoir plein de témoignages là-dessus, en fait, les daronnes, elles ont moins envie d'aller au parc. Et des fois, c'est, ouais, mais aussi, regarde, tu sors pas, machin et tout. Oui, mais tu sors pas parce que t'as pas le même vécu, en fait. Toi, c'est agréable, tout le monde te dit que t'es un mec génial et tout. Parce que c'est vrai que les gens t'arrêtent dans la rue pour te dire que t'es un mec génial de porter ton bébé. Hein. C'est vrai. C'est assez fou. Et du coup, ça peut aussi, ça créer des tensions. C'est fou, quand même. Dans le couple. Et encore une fois, je sais que je vais me répéter, mais la meilleure façon de faire que cet écart diminue, c'est le congé paternité, c'est de normaliser la présence des pères. Après, est-ce qu'on peut pas s'auto-kiffer un peu, tu vois, j'ai cet exemple personnel de ma mère qui me dit que vraiment elle est hyper émue à la naissance, tu vois, ça m'émeut un peu d'en reparler, mais à la naissance de ma fille, où elle a les larmes aux yeux, vraiment, à me dire, c'est génial ce que tu fais pour ta fille, tu vois, moi je suis en congé parental. Et au moins qui lui dit, maman, non, mais pas toi, tu vois. Enfin, pas toi, c'est bon, je fais juste le job, tu vois. Et elle qui me dit, non, écoute, toi, tu trouves que tu fais juste le job, moi, j'ai jamais vu ça. Ouais. Et t'es mon fils, j'ai le droit de te dire que je suis fier de toi, tu vois. Et c'est pour ça que je dis, tu vois, c'est pas aussi simple qu'il y a des papas qui sont là, qui profitent du dad blessing, il y a des mamans qui souffrent. Il y a des mamans qui souffrent, c'est sûr, il y a des pères qui profitent, c'est sûr. Mais socialement, c'est pas aussi simple. Pour moi, la seule réponse collective qu'on doit apporter, c'est de normaliser au maximum la présence des pères auprès des enfants. Comment un papa, il peut faire justement pour un papa qui veut vraiment être investi pour justement supporter la maman, supporter le projet de bébé, que ce soit de la conception à la grossesse, en passant par toutes les étapes d'après. Comment il peut faire? Déjà, encore une fois, je reviens à ce que je dis dans mon livre, c'est le projet parental. La grossesse est annoncée, ou même l'idée de bébé est annoncée. Comment tu te vois, toi, être parent? Et quand il fera des conneries, l'enfant, qu'est-ce que t'en penses, toi? Je sais même pas de quoi tu me parles, tu vois, des phases de développement, je sais même pas de quoi tu me parles. Mais comment est-ce que tu aimerais te renseigner, tu vois? Parce qu'il y a des podcasts, il y a des livres, peut-être qu'un jour il y aura des jeux vidéo, qui sait, tu vois, je sais pas. J'ai pas de réponse générique à donner, mais en tout cas, il faut ouvrir cette porte. Ouais. Après, est-ce qu'il faut du coup s'intéresser forcément à tout? Je donne des tips dans le livre, mais est-ce qu'on est obligé de s'intéresser à tout le temps? Non, après, chaque couple fera comme il veut. Si par exemple, c'est toi qui donne le bain, c'est toi qui t'occupe de, j'en sais rien, des couches ou quoi, t'es pas forcément obligé de t'occuper des rendez-vous pédiatres. Enfin voilà, je pense qu'il faut pas avoir une vision non plus ultra égalitariste, c'est parfaite. Ouais. De toute façon, sur la vie, ce sont des choses qui vont être en mouvement. C'est fini le temps de je lui ai fait un enfant à cette femme. Ouais. On fait un enfant. Je suis responsable de ça. C'est marrant parce que quand je suis tombée enceinte,
Mon conjoint disait toujours, «On est enceinte» parce qu'en anglais, on dit «We are pregnant» Ouais. et il y avait des gens dans notre famille qui disaient: «Mais arrête, tu pas enceinte toi!» Mais oui. Mais il était tellement dans: «Non, non, mais on est enceinte», genre c'était le côté, vraiment très supportif, de la Bah, tu situation. peux après, tu peux dire: «On attend un bébé», tu vois? Si ça choque Ouais, les c'est gens, ça, ça ouais. va dépendre des cultures et tout, mais après, c'est vrai qu'il y a des positionnements qui sont pas si évidents que ça. Parce Mmh. que alors par contre, si tu veux, j'entends des fois des personnes dire: «Il suffit que les pères fassent». Mmh. Ben non, c'est pas si simple non plus que ça, en fait. Parce que des fois, il y a des sujets, tu vois? L'allaitement, par exemple, c'est un sujet à la fin, c'est le corps de la femme. L'accouchement, à la fin, c'est le corps de la femme. Ouais. Et là, par contre, il y a un nouveau rôle qu'il faut apprendre à jouer en tant que mec dans nos masculinités, c'est qu'il faut qu'on comprenne qu'on fait partie de l'histoire, mais qu'on n'a pas à être le héros. Mmh. Et ça, c'est pareil, ça s'apprend. Ouais. Là-dessus, je trouve que alors après, c'est peut-être parce que je suis dans certains cercles, mais il y a un vrai travail à faire vis-à-vis du personnel soignant qui accompagne les grossesses et du corps médical à expliquer ce positionnement au papa. Mmh mh. Mais en s'adressant au papa. Parce qu'en fait, souvent, ce qu'on va voir, c'est on va parfois encourager des pères qui sont dans des rôles où, du coup, ils débordent un petit peu sur, la vie de maman et de bébé alors que, ils doivent être en soutien, mais Mmh. pas être le sujet de l'histoire. Et à l'extrême inverse, on va juste jamais leur parler. Et du coup, ils vont aussi se désintéresser de l'histoire. Ouais. C'est du management, hein. Je vois vraiment le Tu côté vois? management derrière qui ressort beaucoup. Mais justement sur ce sujet-là, je me posais la question de dans ton livre, du coup, tu parlais du «oui, c'est le corps des femmes», donc à ce moment-là, le père, en tout cas, doit se positionner en mode, vraiment soutenant et accepter la décision. Mais moi, des fois, je vois des paradoxes, justement, de papas qui sont vraiment investis et qui, du coup, ont un peu cette frustration de se dire: «Mais moi, j'aimerais que mon enfant, par exemple, soit allaité 6 mois, 1 an» et vraiment avoir cet investissement, mais la femme qui est juste: «Je peux pas» et genre si tu peux pas, tu peux pas, mais d'avoir ce côté: «Ah, c'est difficile d'accepter» entre guillemets, c'est difficile d'accepter cette décision, de se dire: «J'ai pas vraiment» entre guillemets Le «ma pouvoir. place ou le pouvoir», ouais, dans cette C'est décision. une question de pouvoir, hein, bien souvent. Ouais. Parce que le corps de la femme est l'objet de l'homme. Mmh. Donc déjà, il y a ça aussi, parce que derrière ça, même un père super investi, OK, il est investi, mais est-ce qu'il a cherché à réfléchir le rapport qu'il a au corps de sa femme et à la possession du Mmh. corps de sa femme? Et après, là aussi, c'est pareil, c'est la femme, tu dis: «OK, elle veut pas». Mais à quel moment est-ce qu'on a pris le temps d'écouter pourquoi elle veut pas? Quelles Mmh. sont ses peurs? Quelles sont ses craintes? Quelle est son histoire personnelle, sa culture vis-à-vis de l'allaitement? Est-ce que seulement tu t'es dit que tu allais lui offrir une petite séance, lui proposer une séance avec une IBCLC avant la naissance, Mmh. pour qu'elle puisse exprimer tout ça auprès d'une, spécialiste formée, diplômée? Et potentiellement, même s'il y a pas de projet d'allaitement, elle pourra vous donner des comment bien donner le biberon et tout, tu vois? Mmh. À quel moment tu as été proactif là-dessus, au lieu de juste faire un caprice Mmh. de petit garçon? Parce que les caprices chez les petits garçons, on les accepte. Donc voilà, je pense que c'est à creuser à chaque fois. Mmh. Et c'est aussi pour ça, pour ces situations-là, qu'il faut des espaces de parole où Mmh. le père pourra dire: «Mais non, mais je comprends pas». Ouais. En fait, tu vois, ce père-là, peut-être que si on lui laisse un espace de parole où ça va sortir, il va dire: «Ne je comprends pas, c'est de toute façon, à un moment, merde, enfin, c'est ma femme, c'est aussi moi qui décide ce qu'elle fait avec son corps, quoi». Mmh. Peut-être que cette phrase horrible que je viens de dire, une fois que c'est sorti, on Mmh. va pouvoir le faire travailler dessus. Ouais. Mmh. J'ai préparé un petit quiz OK. avec des phrases du livre. OK? J'aimerais, tu sais, que tu rebondisses dessus, genre. OK. Devenir père, c'est mieux vu que devenir mère. Ah, ça dépend des points de vue, ça dépend des angles sous lesquels on regarde la situation. Mmh. Socialement, professionnellement, c'est clairement mieux vu. Mmh. Il y a ce qu'on appelle le daddy bonus, hein, Ah. alors que oui, les hommes sont vus comme plus responsables, et cetera, et on ne leur demande pas de passer du temps, avec leur enfant. Et chose intéressante, il y a une étude très récente, de septembre 2023 qui est sortie, où les pères qui vont modifier leur temps de travail pour prendre soin de leur famille, c'est-à-dire que même pas que de leur enfant, mais de leur famille ou même des aidants familiaux, par exemple, Mmh. vont être plus sanctionnés, socialement, en tout cas professionnellement parlant, qu'une femme qui va faire le même choix. Ah ouais, Vraiment, la masculinité refuse, waouh. la masculinité hégémonique refuse que le père endosse le rôle, entre guillemets, de femme. Mmh. Bon, on en a quand même un peu parlé, mais il y a une phrase de la psychologue Claire Dahan qui dit: «Après la naissance de leur enfant, les pères ne se sentent pas autorisés à se plaindre. Ouais. Ils ne se sentent pas légitimes à ressentir du mal-être, étant donné que leur compagne a fait, entre guillemets, «le plus gros du travail». C'est un gros sujet. Ouais. C'est un gros Ouais. sujet. Non, mais c'est un énorme sujet. Et parce qu'aujourd'hui, si tu veux, le problème qu'on a, c'est osons prononcer le mot. On se parle aussi de la dépression du postpartum des pères, Oui. qui existe, Mmh. mais
comment est-ce que cette voix de souffrance de certains pères peut être entendue alors que 2 à 3 fois plus de mères souffrent de dépression postpartum et qu'on les laisse toujours sur le carreau? Mmh. Et il est là le vrai danger de l'engagement dans l'égalité homme-femme, c'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre que des hommes s'expriment sur leur souffrance pour qu'on commence à considérer un sujet alors que des femmes s'expriment depuis des Des années années, ouais. sur ce même sujet de souffrance? C'est ça, et c'est ça qui génère de la colère. On va en faire un enfant roi. Oui. C'est assumé. Non, mais c'est un concept. Enfin, là, tu vois, on est sur un autre sujet, en effet, où déjà, ce qui est intéressant, c'est que l'expression enfant roi, elle existe dans pas beaucoup de pays dans le monde, hein. Et c'est intéressant parce que là, on vient vraiment chercher la culture adultiste. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, l'adultisme, c'est quoi? C'est le fait que le monde est pensé par et pour les adultes. Mmh. Voilà. Donc, c'est l'équivalent du patriarcat dans l'oppression systémique homme-femme par rapport adulte-enfant, donc dans un monde adultiste. Et on va par ailleurs aller chercher avoir une vision infantiste des enfants. Donc, l'infantisme, du coup, c'est quoi? C'est l'ensemble de discriminations dont sont victimes les enfants et les adolescents. Et donc, en fait, cette vision de l'enfant roi, c'est quoi? Encore une fois, c'est la peur de perdre du pouvoir. C'est en fait, un enfant roi, c'est quoi? C'est un enfant qui a le droit de s'exprimer. C'est un enfant qui connaît ses droits et qui se sent légitime de les revendiquer. Moi, je suis ravi de faire des enfants rois. Mmh. Allons-y gaiement. Ouais. C'est pas un problème. Là où la limite se fixe, c'est dans la structure d'un cadre. Là où parfois il peut y avoir confusion, c'est de laisser croire à un être humain quelconque, enfant comme adulte, que seuls ses droits comptent. Mmh. Et c'est là où va intervenir le cadre. Alors, j'en parle pas dans ce livre, ça fera peut-être l'objet d'un autre livre. Pour moi, le cadre, c'est l'intersection des droits. Mmh. C'est-à-dire que oui, tu as le droit d'être en colère. Moi, j'ai le droit d'être en sécurité physique. Donc non, la situation où tu me frappes parce que tu es en colère, elle n'est pas acceptable. Mmh. Donc on va trouver autre chose où les droits de tout le monde seront respectés. Mais là, après, c'est pas une question d'enfant roi, c'est juste des gens inadaptés à la vie en collectivité. Mmh. Mais il y a plein d'adultes, hein, Ouais. et qui ont été élevés il y a bien longtemps, qui sont comme ça. Donc c'est juste ça, c'est ne pas prendre en considération les droits des autres. Mmh. Est-ce que tu sais, je sais pas, hein, je me pose vraiment la question, est-ce que tu sais si depuis, qu'ils ont fait passer la loi pour, arrêter les violences sur les enfants dans l'éducation, est-ce que tu sais s'il y a autant de mortalité à cause de ça qu'avant? Moins? Alors, Plus? la mortalité vis-à-vis des violences faites aux enfants par les parents, ce sont des statistiques toujours assez difficiles à obtenir. En Mmh. tout cas, ça n'a pas beaucoup évolué. On est toujours à un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents en France, C'est énorme. sachant que c'est considéré comme largement sous-évalué. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'il y a des choses qui évoluent. Il y a des choses qui évoluent dans les pratiques. Est-ce qu'on peut se dire que les enfants sont moins frappés qu'avant? J'espère. Maintenant, il faut observer par quoi est-ce qu'on a remplacé la violence physique. Ouais. La seule chose que je regrette, c'est qu'on n'a toujours pas dit aux parents comment faire. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, ouais. C'est le grand paradoxe, je trouve, en France, c'est qu'on continue de dire aux parents qu'ils sont pas assez bien Mmh. et qu'on va les punir et les sanctionner s'ils ne font pas comme il faut. C'est-à-dire qu'en fait, on traite les parents de la même manière dont on leur dit de ne pas traiter leurs enfants. Ce qui, en Mmh. termes d'accompagnement de l'humain, est un non-sens complet. Ouais. Mais bon, Est-ce que tu peux me parler du coup de ton nouveau livre? oui, Papa Sapiens, donc Ouais. Histoire des pères à travers les âges. ouais. Donc c'est un livre qui ressemble plus à une BD, Ouais. qui va raconter une histoire, parce que, je le précise dans l'introduction, c'est une histoire des pères blancs en France. Donc c'est un livre qui parle de cette paternité que nous, on connaît en France, et comment est-ce qu'elle s'est créée, quelles erreurs on a peut-être pu faire en chemin, quels espoirs ont été nourris au fil du temps, et aussi quel héritage ont les pères d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois que que je cède entre guillemets à mon enfant, j'ai l'impression que je perds un bout de ce qui fait de moi un homme, par Ouais. exemple. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de creuser. Et la question que je pose en introduction, la question que je me suis posée, c'est comment on en est arrivé là? Mmh. Comment on en est arrivé dans une espèce où aujourd'hui, tout ce qui est démontrable nous dit qu'il faut prendre soin des enfants et on est programmé, prévu pour que tout le monde soit près des enfants. Comment on en est arrivé à le rôle du père, c'est d'incarner la loi et d'intimider l'enfant. Mmh. Et bien entendu, on répondra aussi à comment faire évoluer les choses. Parfait. Est-ce que tu as trouvé un semblant de réponse
Bien sûr, Ouais. l'histoire nous explique tout. L'histoire nous explique, c'est pour ça que je me permets, avec une grande assurance, de parler de construction sociale de la paternité. Mmh. Il y a pas de, j'ai aucun doute là-dessus. Quand tu vois des vieux mecs blancs, on peut le citer, hein, Monsieur Didier Pleu, Mmh. dire que les enfants sont des nasillons, si on les dresse pas, s'il y a pas d'autorité, si on les frustre pas, etc. C'est quoi si ce n'est un vieux gars qui se rend compte que la société est en train de partir dans un modèle où il n'aura plus autant de privilèges qu'avant. Mmh. Pareil, quand Caroline Goldman écrit mot pour mot, c'est elle que j'ai cité, que le rôle du père, c'est d'incarner la loi dans le foyer et d'intimider l'enfant. Intimider, ça veut dire remplir quelqu'un de peur. Mmh. On veut revenir à quelle époque, en fait, quand on dit ça? Ouais. Tu vois? Et donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a de vrais questionnements là-dessus, et l'idée de cette BD, c'est de montrer que vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Le premier titre de cette BD, c'était Espèce de daron, parce que je voulais qu'on parle de l'espèce. Ouais. Au regard de notre espèce, si notre espèce était apparue il y a 24 heures, je le dis dans le premier livre, on est sédentaire depuis 24 minutes. C'est-à-dire que nos civilisations sédentaires sont apparues depuis 24 minutes. Mmh. J'espère que cette parenthèse patriarcale et de puissance paternelle ne sera qu'un clin d'œil dans l'histoire de l'humanité. Mmh. Il y a une question sur le livre, c'est « Dis papa, c'est quoi un papa ?» Eh oui. Est-ce que tu peux répondre à cette question? Ce qui est intéressant, c'est que dans le livre, du coup, on voit la multiplicité des réponses possibles au travers de l'histoire. Ça, Ouais. c'est vraiment quelque chose que je voulais montrer. Intéressant. Pour moi, un papa, la réponse à c'est quoi un papa, c'est quelqu'un qui a conscience, qui doit prendre soin et qui est dans une société qui lui donne beaucoup de pouvoir et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Mmh. Pour citer Spider-Man. On Ah a une ouais, très belle pop culture. culture, hein. Qu'est-ce que tu veux? On aime ça. C'est quoi, du coup, à part le livre donc, qui sort le 6 juin, tes autres projets pour faire avancer tout ça? Parce que j'imagine que tu as appris énormément de choses en faisant le J'ai livre. appris énormément de choses en faisant le livre. Alors, il y a des choses que je savais déjà. Mes autres projets, c'est déjà continuer le podcast. Mmh. Ouais, parce que mon projet de 2024, c'est l'arrivée de mon deuxième enfant. Tu vois, il faut aussi incarner Ouais. ce qu'on dit. Voilà, ça, c'est le projet de 2024. Les autres projets, écoute, j'ai des idées. Mmh. Voilà. Oh non, je suis trop curieuse. J'ai des idées. C'est parfait. Ça t'a fait quoi de devenir papa de 2 enfants? Ça m'a fait plaisir. Vraiment, ça m'a fait plaisir aussi de constater que l'émotion et l'amour inconditionnel que je pouvais ressentir et recevoir, visiblement, en tout cas dans mon cas personnel, ne dépendait ni du sexe, ni du genre, ni quoi ou qu'est-ce. Mmh. Ça m'interroge aussi parce que c'est un garçon et que tu auras peut-être remarqué que je l'ai jamais appelé fils Ouais, c'est vrai. dans tout l'épisode et que je l'appelle pas volontairement fils en tout cas, et que c'est un Pourquoi? choix de ma part. Mmh. Parce que j'estime que l'égalité, ça commence à la maison et que tu remarqueras que quand on a un garçon, on peut l'appeler mon garçon ou mon fils. Mmh. Quand on a une fille, on peut l'appeler ma fille ou ma fille. Ouais. Et que le mot fils, c'est un mot qui porte en lui l'histoire Mmh. de la filiation, du legs du pouvoir, du legs du patrimoine, et que j'ai envie de laisser ça de côté autant que faire se peut. OK. Et du coup, est-ce que tu as réfléchi à Comment entre ne pas en faire guillemets un connard? Exactement. Non, mais oui, c'est un vrai sujet. Bah, Mais surtout la transmission, entre guillemets, potentiellement peut-être futur papa? alors, je réfléchis pas en tant que futur papa, tout comme je réfléchis pas à ma fille en tant que future maman, Mmh. parce que je veux pas qu'il y ait une pression particulière qui soit faite sur ce choix-là. En revanche, oui, je le projette en tant que futur homme. Après, s'il a un genre différent, ça le regardera. Mmh. Mais tu sais, mon ami André Stern résume les choses de telle façon, c'est « Nos enfants deviennent tels que nous les voyons et aussi tels qu'ils nous voient Mmh. ». Donc, si je veux que mon fils soit pas un connard, Mmh. ben, je vais tâcher de pas en être un. Mmh. Voilà. Ça semble basique. Ben, ça semble basique, mais c'est hyper intéressant. J'ai partagé il y a pas longtemps une vidéo qui a été réalisée par Care. Elle est sur mon Instagram, vous pouvez la trouver sur Facebook. C'est la campagne Dear Daddy en international, donc Cher Papa en français. Où c'est une lettre ouverte d'une fille à son père, une fille qui a fini par être violée, et qui raconte à son père qu'en fait, elle a été violée par le fils de son voisin ou de son collègue avec qui il faisait des blagues salaces à table et avec qui il rigolait, tu vois, et comment ce sexisme ordinaire entretient un climat, donc la culture du viol, qui permet ça. Et je pense que c'est important d'avoir conscience de ça, tu vois. Ouais. Donc après, moi, ce que je veux, si tu veux, c'est que, encore une fois, mon enfant
mon garçon, je l'aimerai parce qu'il est tel qu'il est. Mhm. Est-ce qu'il embrassera des codes de masculinité qui sont aussi les miens en regardant, je sais pas, Dragon Ball ou des trucs comme ça, tu vois? Très certainement. Tu vois, je veux dire, je vais pas nier ma culture à moi. Le truc, c'est qu'on peut amener des lectures critiques différentes. Même dans Dragon Ball, tu vois, je regarde plus Dragon Ball de la même manière que je le regardais quand j'étais petit. Quand j'étais petit, je voyais Sangoku qui allait sauver le monde et tout. Maintenant, ce que je vois, c'est Sangoku qui, mine de rien, est un père abandonneur sur les 6 premières années de vie de ses enfants, quoi. Ça n'empêche pas qu'il sauve le monde. Mais on peut avoir cette vision critique-là. Et même dans des codes de masculinité, je veux dire, mon fils, il me dit, je veux être fort, musclé, tatoué. Mais si tu veux, fils, il n'y a pas de problème. Tu vois, j'ai dit fils. Ah. Il n'y a pas de problème. Mais tes valeurs, quelles seront-elles, en fait? Et c'est vers ça que je veux l'amener, si tu veux. C'est en fait, prends ces codes-là, prends ce que tu as envie, prends ce qui te nourrit. Par contre, le respect des droits des autres, ça, c'est la base de la vie ensemble. Ce serait quoi, Cédric, ton mot de la fin pour cet épisode? Kayak. C'est un petit mot, c'est un palindrome, c'est rigolo. Très bien. Sangoku. Sangoku. Non, mais ça serait... Non, blague à part. J'aime bien dire kayak. Blague à part, le mot de la fin, je pense que c'est vulnérabilité. Et que la vulnérabilité, c'est pas la faiblesse. Je veux dire ça aux mecs qui pourraient écouter, aux futurs hommes qui pourraient écouter. Fuir la vulnérabilité, c'est ça la première des faiblesses. Accepter la vulnérabilité, ça ouvre les portes d'une force insoupçonnée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour tout ce que tu as partagé. Je vais mettre toutes les informations pour les livres en description. Et ah oui, petit cadeau pour te remercier et pour te faire découvrir un peu de notre Québec. Ah, ça c'est bon ça. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à bientôt pour transformer votre vie, un épisode à la fois.